Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Bienvenue dans ce 13h. Voici les titres de ce vendredi 18 août. Le gouvernement ivoirien et les fonctionnaires ont signé hier jeudi à la primature une trêve sociale de 5 ans, mettant ainsi fin à des mois de remous sociaux qui avaient secoué le pays en début d'année. Nous en parlerons largement dès le début de ce journal. La Caisse nationale de prévoyance sociale dégage en 2016 un excédent de 77 milliards de francs CFA. C'est le premier responsable de l'institution qui l'a annoncé hier aux journalistes. Selon Charles-Denis Kouassi, cela augure de bonnes perspectives pour les assurés sociaux ivoiriens dans les années à venir. 14 personnes tuées et plus de 100 blessés. Voilà le bilan après qu'une camionnette a foncé dans la foule sur la plus célèbre avenue de Barcelone en Espagne. Un attentat revendiqué par le groupe État islamique. Ce vendredi matin, Barcelone se réveillait en état de choc. Daniel Kablan-Duncan est arrivé à Kigali, au Rwanda, accompagné de Patrick Hachi, le secrétaire général de la présidence. Le vice-président de la République y est allé représenter le président Alassane Ouattara à la cérémonie d'investiture du président rwandais Paul Kagame, réélu le 4 août dernier pour un nouveau mandat de 7 ans. Les négociations auront duré 8 mois. Elles connaissent un dénouement heureux. Hier, jeudi, un protocole d'accord sur les revendications syndicales et la trêve sociale a été signé entre le gouvernement et les syndicats des fonctionnaires. Souvenez-vous, la Côte d'Ivoire avait été secouée au début de l'année par la grève des fonctionnaires, paralysant l'administration 3 semaines durant. Herman Guivet. Plus qu'une simple signature d'accord entre deux parties. Ces accords ouvrent les vannes de la trêve sociale entre le gouvernement et les organisations syndicales engagées dans la lutte pour l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires. Après 8 mois d'intenses négociations, 8 mois de chants discordants entre syndicats, des fonctionnaires et gouvernement, 8 mois de médiation pour trouver une issue favorable pour les deux parties, voici venu le temps de l'entente. Sur les 6 points de revendication formulés par les syndicats des travailleurs, le gouvernement a donné son accord formel pour la prise en compte de 5 de ses préoccupations, malgré des contraintes financières. Un accord riche en acquis pour les deux parties et les responsables syndicaux s'en réjouissent. Ce processus a été surtout marqué par la volonté farouche de toutes les parties d'aboutir à un accord. Je voudrais donc, au nom de la plateforme, vous traduire toute ma gratitude et mes sincères remerciements pour les conclusions auxquelles nous sommes parvenus. Je voudrais adresser mes remerciements de façon toute particulière à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a accordé une oreille attentive aux préoccupations des fonctionnaires. Cerise sur le gâteau, le Président de la République s'engage, au nom du gouvernement, à payer donc le stock des arriérés selon un chronogramme que nous saluons. Pour ce qui concerne le paiement du stock des arriérés, 70% de ce montant seront payés à partir de 2018 sur une période de 5 ans. Les 30 autres % seront payés sur 3 ans à partir de 2023. Un aboutissement salué par le ministre de la fonction publique. Les différents acteurs impliqués dans ce processus de négociation ont mis un point d'honneur à privilégier la paix sociale dans le seul et unique but d'arriver à une solution acceptable pour tous. Syndicat de la fonction publique. Vous avez obtenu beaucoup du gouvernement dans un contexte budgétaire particulièrement difficile. Face à tous ces efforts du président de la République, du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement, je souhaite qu'en retour, vous fassiez amende honorable pour vous inscrire véritablement et sincèrement dans l'esprit et la lettre de la trêve sociale pour laquelle vous vous engagez, pour laquelle nous nous engageons. La voie du dialogue et de la concertation, une option toujours encouragée par le chef de l'État, a réaffirmé le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je voudrais adresser toute notre gratitude au Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, dont l'attachement à la paix et à la cohésion sociale, ainsi que la ferme volonté de travailler à la résolution des problèmes des travailleurs, ont facilité grandement la mission du gouvernement qui a pu bénéficier de son engagement personnel dans le traitement de ce dossier. Pour ce qui concerne la trêve sociale, elle s'étendra sur 5 ans. Elle ne met nullement fin à l'activité syndicale en Côte d'Ivoire. Elle remet simplement la négociation
au cœur de l'activité syndicale. À la sortie de l'auditorium de la primature qui a été le cadre de cette signature d'accord, les responsables des syndicats se disent heureux d'y avoir pris part, mais surtout fiers, surtout donc de l'issue de ces longues négociations. On écoute quelques-uns. Satisfaction parce que notre devoir, c'est d'améliorer la condition de travail et de vie de nos membres. On a simplement décidé, au travers donc du protocole d'accord qu'on a signé le gouvernement, de privilégier la voie négociée pour trouver des solutions aux préoccupations des fonctionnaires, d'une part. Mais aussi, on a engagé le gouvernement à améliorer de manière continue les conditions de vie et de travail des fonctionnaires. Donc voici l'accord qu'on a eu avec le gouvernement et j'espère que sur 5 ans, chaque partie va respecter ses engagements pour qu'on ait une fonction publique forte, dynamique, au travers de ces agents qui vont voir de manière continue leurs conditions de vie améliorées. Nous saluons la signature de cette trêve-là, qui est une cérémonie solennelle dans laquelle nous tous nous sommes engagés parce que nous avons eu la caution de nos bases. Les populations, elles aussi, se sont prononcées à l'issue de la signature de ce protocole d'accord entre gouvernement et fonctionnaires. Elles s'expriment ici au micro de nos reporters. Il faut d'abord comprendre que le souhait de tous, c'est la paix. Quand on parle de trêve, cela parle d'équilibre social. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Dans la mesure où il y aura la quiétude, il y aura la paix. Il faut dire que cet accord est bien arrivé parce que ça permet un tant soit peu la calmie au niveau de la population. Et cet environnement-là, ça permet aux bailleurs de fonds d'investir en Côte d'Ivoire. D'abord, le principe même du paiement du score des arriérés, vraiment, il est déjà bon. Le gouvernement il fait assez d'efforts, mais je pense que s'ils peuvent en faire davantage, ce serait bon. Aujourd'hui, le principe il est acquis. Je pense que c'est bon à prendre. Et il faut saisir la main du gouvernement et envoyer tous les fonctionnaires à l'apaisement. Je pense qu'on doit mettre un cadre pour qu'on arrive à une entente afin de pouvoir solder cette dette-là. Oui, comment? On peut la solder en numéraire comme on peut titriser. Titriser, c'est quoi? C'est faire des titres pour que ce soit négociable 1 an, 2 ans ou 10 ans après. Parce que décaisser des centaines de milliards, ce n'est pas aussi facile. Donc, il faut qu'on s'entende. C'est la paix, pas le dialogue. Comme tout bon pays en démocratie, il faut l'entente. Et je suis très fier de mes autorités qui sont en train de chercher un terrain d'entente pour que, avec la masse salariale et le gouvernement, on puisse avoir un terrain d'entente qui pourra nous sortir de l'ornière. Car si nous voulons précipiter les choses, cela va tout de suite engendrer des querelles, des remous de rue et cela ne donne rien pour un pays qui est démocratique. Ce que nous devons avoir, c'est la paix. C'est la paix qui est notre richesse, c'est la paix qui est notre trésor. Et pour cela, je suis très fier du gouvernement, des autorités politiques et administratives de la Côte d'Ivoire qui ont pris cette initiative pour s'entendre avec ça, soit à la même table que les fonctionnaires pour trouver un terrain d'entente. Et je pense que tout d'abord, il faut saluer vraiment le gouvernement ivoirien avec à sa tête le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui depuis son accession à la primature fait vraiment beaucoup d'efforts pour l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Et là, nous saluons aussi la plateforme des syndicats vraiment pour l'acceptation de cet accord pour le bien-être social des populations ivoiriennes. Vraiment, c'est un geste à saluer vraiment et à féliciter, à encourager pour la paix sociale en Côte d'Ivoire. Il s'agit donc d'une trêve sociale de 5 ans, ce qui devrait favoriser un climat paisible, sans grève intempestive, afin d'apporter de façon progressive des solutions aux revendications des fonctionnaires. Mais cette expression de trêve sociale a-t-elle un fondement juridique et les parties signataires ont-elles des obligations? Élément de réponse avec Serge Collier. Une trêve sociale en Côte d'Ivoire entre le gouvernement et les syndicats de fonctionnaires. C'est l'aboutissement d'un processus de négociation, mais surtout d'une longue période de grève à répétition, jugée parfois intempestive par les autorités. Avec cet accord signé ce jeudi 17 août, à quoi doivent désormais s'attendre les Ivoiriens? Une trêve sociale n'est rien d'autre qu'une période où vous prenez possession de tout le dossier, tous les contours de dossier, tous les paramètres de dossier, avant de donner une décision finale. Donc pour résoudre définitivement le problème, on demande une période. Et cette période, c'est ce qu'on appelle la trêve.
5 ans pour résoudre de façon progressive les revendications, notamment celles liées au stock des arriérés de salaire, c'est l'engagement que doit tenir le gouvernement. Les travailleurs et responsables syndicaux, quant à eux, sont appelés à respecter la trêve sociale. Si avant les 5 ans, tous les partis respectent l'accord, il n'y a pas de problème. L'accord, c'est sur la bonne foi des uns et des autres, sur la bonne foi des uns et des autres. Et je pense qu'une fois que c'est signé par chaque camp, on met les moyens pour respecter. La trêve sociale fait-elle seulement appel à la bonne foi des signataires? Autrement dit, a-t-elle un fondement ou une contrainte juridique? Il y a un fondement juridique, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un accord suite à une négociation. Les documents sont déposés au niveau du tribunal, donc il y a un suivi qui est fait. Fondement juridique ou contrainte morale, la trêve sociale a ceci de particulier. C'est que chacune des deux parties doit faire amende honorable pour préserver la paix sociale. Voilà ce que l'on pouvait dire de la signature de protocole d'accord gouvernement-fonctionnaire. Autre chose, à présent, les inspecteurs du travail ont entamé hier un renforcement de leurs capacités sur les nouveaux dispositifs juridiques pour lutter contre la traite et le travail des enfants. L'initiative est du comité national présidé par la première dame Dominique Ouattara. Une formation soutenue par les partenaires au développement, notamment le Bureau international du travail. Mahama Traoré, Abiba Dambélé Saoué. L'arrêté déterminant la liste des travaux dangereux, interdits aux enfants, et celui déterminant la liste des travaux légers, autorisés aux enfants, âgés de 13 à 16 ans. Ces deux décisions entrées en vigueur depuis le 2 juin dernier sont au cœur de cette session de formation destinée aux inspecteurs du travail. Une initiative du Comité national de lutte contre le travail et la traite des enfants, présidée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, représentée par sa directrice de cabinet. Face aux défis encore existants, la première dame voudrait vous inviter, mesdames et messieurs les inspecteurs, à redoubler de vigilance et à être davantage présents dans le secteur informel et agricole afin d'intensifier la sensibilisation des populations sur l'interdiction des pires formes de travail des enfants. Cette démarche visant à renforcer les capacités des acteurs de la lutte suscite l'adhésion des partenaires au développement. Il est important que nous continuions à promouvoir la transparence en ce qui concerne le travail et que nous faisons afin de pouvoir apprendre les uns des autres et d'optimiser nos ressources et réussites mutuelles. Le BIT apprécie à sa juste valeur la pertinence de l'initiative gouvernementale de former les inspecteurs du travail sur le travail des enfants. Je vous réaffirme la disponibilité de l'institution à accompagner la Côte d'Ivoire dans sa quête de justice sociale à travers la mise en œuvre courageuse et continue des normes internationales du travail. Pour sa part, le gouvernement ivoirien entend mettre l'accent sur la formation des acteurs de la lutte pour éradiquer le travail des enfants sous toutes ses formes. Cette formation vous permettra d'acquérir une meilleure connaissance du phénomène, de vous familiariser avec les deux nouveaux arrêtés et d'avoir une meilleure perception de votre rôle dans la lutte contre le travail des enfants. Cet atelier de formation est le premier d'une longue série d'actions de formation, de sensibilisation, de valorisation, d'information et de vulgarisation que le CNS et le CIM entendent mettre en œuvre à la suite de la révision de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants et de l'adoption de la liste des travaux légers autorisés aux enfants dont l'âge est compris entre 13 et 16 ans. 2025, c'est le délai que se donne l'Organisation internationale du travail pour mettre fin au travail des enfants sur la planète. Venons-en à présent au projet Entreprise et Travail décent. C'est un projet que vient de lancer l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Il vise à renforcer les capacités des chefs d'entreprise dans le but d'améliorer les conditions de travail des travailleurs. Les précisions de David Soyo et Franck Quadio. Cyril, après 4 années de formation, a commencé depuis le mois de février cette année sa vie professionnelle. Mais ce nouveau fonctionnaire, sur les conditions de travail, reste aujourd'hui perplexe.
Je travaille, mais les conditions de travail ne sont pas tout à fait réunies. Ça, c'est parce qu'on nous promet, lorsqu'on est encore en formation, parce qu'on retourne très souvent sur le terrain. Maurice, quant à lui, responsable d'entreprise, évolue dans le domaine agricole depuis 25 ans. Il admet que ses employés ne bénéficient pas toujours de meilleures conditions de travail. Nous-mêmes, en tant que responsables, chefs d'entreprise, nous ne sommes pas appuyés. Pour que nous aussi, à notre tour, on puisse appuyer les travailleurs. Donc vraiment, c'est compliqué. On ne peut pas assumer plus que 10 mois de salaire, alors que c'est des pères de famille. Des conditions de travail pas toujours respectées. L'Organisation internationale du travail a élaboré plusieurs programmes dont le projet Entreprise et Travail décent. L'idée est de renforcer les capacités des gouvernants, des chefs d'entreprise et des multinationales. Le conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, en sa session 204, a adopté une déclaration des principes tripartites sur les entreprises multinationales. Et ces entreprises multinationales, à travers les investissements directs étrangers, occupent un rôle extrêmement important au niveau de nos pays aujourd'hui en matière de développement économique, mais aussi de développement social. Donc comment faire en sorte qu'au niveau de ces entreprises multinationales, le respect des principes et droits fondamentaux au travail, et tous les aspects liés aux questions d'emploi, aux questions de protection, puissent être respectés autant par ces entreprises multinationales, mais aussi par les entreprises qui existent au niveau national. Autre objectif, permettre de manière indirecte de créer de l'emploi pour les jeunes. L'objectif de ce projet, c'est de pouvoir faire de telle sorte que ces entreprises-là puissent contribuer au mieux au développement, notamment sur les questions liées à l'emploi, parce que l'emploi est une thématique intégrante du développement. Capitaliser les résultats de ces réflexions, au final, l'essentiel à retenir de cette rencontre. Pendant 2 ans au moins, la CNPS peut payer les prestations sociales tout en comptant sur ses excédents qui ont été réalisés grâce aux produits financiers et aux investissements immobiliers. Ces mots ont été prononcés hier par Charles-Denis Kouassi, le directeur général de l'institution. Et pour cause, depuis 2012, la structure dégage toujours des excédents. Celui de 2016 s'élève à 77 milliards de francs CFA. On en sait plus avec Ami Sissoko. 77 milliards de francs CFA. Voilà l'excédent enregistré en 2016 par la Caisse nationale de prévoyance sociale. La CNPS connaît une bonne santé financière selon Denis Charles Kouassi, son directeur général. Les cotisations encaissées en 2016, environ 224 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 23%. Plus de 130 milliards dépensés pour les prestations sociales et 16 milliards de francs CFA pour le fonctionnement. 2012, c'était 8 milliards d'excédents. 2013, c'était 33 milliards. 2014, c'était 45. 2015, 63. Et 2016, 77 milliards. Donc, quand on cumule tous ces excédents, on a épongé totalement les déficits qu'il y avait eu par le passé. Les retraites sont à 111 milliards. Quand vous avez en face, en stock monétaire et financier, 220 milliards, ça veut dire que vous avez 2 années de sécurité de stock pour payer les retraites. Nous visons d'ici 3 à 4 ans atteindre au moins 4 années de réserve de sécurité pour les retraites. Les employeurs ont augmenté de 17% et les salariés de 32%. Face à la presse, le directeur général de la CNPS rassure. Les excédents vont servir à des investissements financiers et immobiliers. L'amélioration du niveau des prestations sociales ne sera pas en reste. Plusieurs projets sont en vue pour l'amélioration des prestations des salaires. Quand on dit qu'il y a des excédents, il ne faut pas qu'on croie que c'est de l'argent qu'il faut dépenser et tout de suite. Non, sinon on va compromettre les générations futures. Notre marche vers l'émergence, c'est de faire en sorte que les pensions soient revalorisées régulièrement pour qu'il n'y ait pas une perte d'achat. Nous avons aussi le projet de retraite complémentaire parce que ce que nous servons aujourd'hui représente maximum 50% du salaire d'activité. Mais chaque travailleur aspire à avoir plus que cela. Nous visons 70% de remplacement des salaires. Les travailleurs indépendants au nombre de 10 millions seront très bientôt pris en compte selon le directeur général de la CNPS. Une manière de leur garantir une meilleure retraite. Reportage signé Ami Sissoko. Des journalistes sont en formation à Yamoussoukro à l'initiative de l'Assemblée nationale. Il s'agit de les familiariser à la communication parlementaire pour leur permettre de mieux communiquer sur les activités de l'institution. Sidonie Davila y est pour RTI 1.
Hommes et femmes de médias à l'école du savoir parlementaire. Loi, session, séance, commission, bref, l'essentiel du lexique parlementaire leur est clairement défini et les subtilités du discours parlementaire enseignées pour un traitement efficient des activités de l'Assemblée nationale. J'apprends beaucoup parce que ce n'est pas tous les jours qu'on se sent formé. Aujourd'hui, tel que l'Assemblée nationale a décidé de nous informer sur les lois, de nous faire connaître les lois, c'est une très bonne chose. Souvent, il y a des informations que nous voulons forcément avoir, mais malheureusement, qui doivent être gardées dans le secret. Dans notre rendu, dans nos différents articles, dans nos journaux, nous pourrons vitalement être un meilleur relais pour les informations qui viennent de l'Assemblée nationale. Journalistes et spécialistes du Parlement ivoirien sont réunis à Yamoussoukro à l'initiative du service communication de l'Assemblée nationale, soutenu ici par SUNY USAID. La démarche de l'institution répond au besoin d'adapter sa stratégie de communication au temps nouveau. La communication parlementaire, objet de votre rencontre de ce jour, se distingue de la communication ordinaire. Elle est sujette aux vicissitudes de l'action parlementaire et de l'activité parlementaire. Elle n'obéit pas au sensationnel. La formation des journalistes en communication parlementaire, une expérience qui se renouvelle. En 2015 déjà, un séminaire du même genre s'est tenu également à Yamoussoukro. Les travaux de bitumage de l'axe Bleulequin-Toulepleu, frontière du Libéria, ont été lancés le 3 octobre 2015. Un ouvrage d'envergure qui coûtera 29 milliards de francs CFA à l'État et à la BAD, la Banque africaine de développement. Pour un meilleur suivi des travaux, un comité de médiation et de suivi des travaux a été mis en place. Il est présidé par le préfet de Toulepleu. Le comité vient d'effectuer une visite de terrain avec l'ensemble des élus et des cadres à l'effet de se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Suivons la correspondance d'Ève Boué. Au cours de cette visite du chantier de bitumage de l'axe Bleulequin-Toulepleu, frontière du Libéria, une première escale est marquée à la carrière située aux environs des villages de Blédi-Dieya et Yoya dans le département de Bleulequin. Ici, les membres du comité de médiation et de suivi des travaux, en compagnie des cadres, des élus, des autorités administratives, de la chefferie traditionnelle et des diverses populations, s'imprègnent de visu des travaux en cours. Pour ces populations, le rêve est devenu enfin réalité. Avant là, on ne croit pas, mais aujourd'hui, on est très content. On sait que le courant va passer. C'est déjà réalisé. Je souris bien, je suis content. Après la carrière, cap sur la base du chantier à Diaébli. Puis, un arrêt important au pont de Saïbli, le lieu même qui a abrité la cérémonie de lancement des travaux. Ce pont obsolète sera remplacé par un pont ultra moderne. Pour les élus et les cadres, c'est réellement une porte qui s'ouvre pour le développement de la région du Cavali. Il faut d'abord qu'il y ait cette route pour que les banques puissent s'implanter ici à Toulepleu. Le coût de la vie ici va être moins cher. Les cadres vont commencer à construire à Toulepleu. Avec la route qui sera effective, c'est nos produits vivriers que nous allons donc pouvoir délivrer à nos concitoyens. Avec cette route, Toulepleu aussi sera émergent. Les jeunes aussi pourront réaliser de grands projets pour leur avenir. Et pour un développement plus harmonieux, rien n'est oublié. Toutes les préoccupations concernant l'ensemble des populations impactées sont abordées à la séance de débriefing à la préfecture de Toulepleu. Quand on fait une route, il y a des dégâts collatéraux par exemple. On peut toucher des maisons, des habitations, on peut toucher des espaces sacrés. Donc le comité a pour vocation de recenser ces problèmes et puis de trouver les solutions les plus satisfaisantes possibles pour chaque partie. La réalisation de cet ouvrage d'envergure est une promesse du président de la République au cours de sa visite d'État dans le Cavali en 2012. Les travaux ont été lancés le 3 octobre 2015. Ce sont 65 km de route d'un coût global de 29 milliards 65 millions 395 602 francs CFA qui seront réalisés sous financement de l'État ivoirien et de la Banque africaine de développement BAD. À ce jour, selon l'AGEROUTE, maître d'ouvrage et l'entreprise d'exécution, l'avancement physique des travaux est de 10%.
Korondougou est un village d'Odiéné dans la région du Kabadougou. Il a pour particularité d'être cité en exemple à cause de sa propreté. La 5e édition de l'opération Grand Ménage a été lancée dans cette sous-préfecture de Bako avec pour objectif de sensibiliser les populations des villes et villages environnants à garder leur cadre de vie sain. Sorosion Folo, Chantal Akandan. Korondougou, c'est ce village moderne, propre, connu sous le nom de village émergent. Situé à quelques 19 km d'Odiéné, cette localité attire l'attention des voyageurs au vu de sa propreté et de la matérialisation des rues qui lui donnent l'allure d'une ville. Les populations du village et celles des villages voisins se sont mobilisées pour faire de l'opération Grand Ménage un événement. Le sous-préfet de Bako et les autorités locales présentes ont chacun salué la tenue de l'opération Le Grand Ménage à Korondougou. Ils ont appelé les populations à assainir leur cadre de vie en balayant au quotidien les rues et en curant les caniveaux. Représentant le député Gaoussou Touré, Koné Bouakari, originaire de Bako, a encouragé les cadres et les populations de Korondougou à cultiver l'union et l'entente pour le développement du village. Le directeur régional du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Michel Kwadio-Kwaku, s'est dit heureux du bon déroulement. Il a félicité les cadres pour leur implication dans l'organisation. Après le lancement à Odiéné et d'autres éditions à Séidougou, Korondougou est le premier village à accueillir le Grand Ménage. Pour Michel Kwadio-Kwaku, la propreté et l'hygiène du village sont entre autres les critères qui ont motivé la direction régionale de l'environnement et du développement durable à y faire un lancement. Il appelle tous les villages de la région à imiter l'exemple de Korondougou, le village émergent. Un mot de religion dans ce journal. Direction l'Arabie Saoudite pour parler Hajj. Nous y retrouvons notre reporter Park Gasso Rokone qui nous informe qu'après 8 jours à Médine, les pèlerins ivoiriens se rendent par vagues successives à la Mecque en vue d'accomplir le Hajj, mais également la Umrah, le petit pèlerinage. Le reportage donc de notre envoyé spécial avec le soutien technique de Cissé Idriss. Médine. Il est un peu plus de 5 heures du matin, 2 heures heure d'Abidjan. Dans le hall de cet hôtel, ces pèlerins ivoiriens, tout de blanc vêtus, rangent leurs valises. Destination, la Mecque pour le Hajj et la Umrah, le petit pèlerinage. Après la vérification des passeports et le port des bracelets d'identification, cap est mis sur la mosquée Mikada, située à la sortie de la ville de Médine. Le Mikad, c'est l'endroit où nous allons prendre l'intention pour la sacralisation. Après l'intention, nous allons aller maintenant effectuer 2 rakats. La prière terminée, direction la Mecque. Au cours du voyage, des invocations à Dieu en vue d'accomplir avec quiétude l'acte d'adoration. Après plus de 450 km de route, les pèlerins ivoiriens, à leur arrivée à la Mecque, sont accueillis dans la liesse populaire. Ici, le pèlerinage va commencer bientôt et nous serons à côté de la mosquée sainte où se trouve la Kaaba. C'est un bonheur immense pour nous. Nous avons été chaleureusement accueillis effectivement par nos hôtes pour dire que rassurez-vous, vous êtes chez vous, vous êtes bien pris en charge et donc nous sommes à vos côtés pour vous assister, pour vous aider à réussir votre pèlerinage. À la veille de leur départ, les pèlerins ont été sensibilisés sur les rites du pèlerinage à travers une conférence autour du thème le Hajj, un comportement et un acte d'adoration. En bref et en images, 14 personnes au moins ont été tuées et plus de 100 blessés quand une camionnette a foncé dans la foule sur les Ramblas, la plus célèbre avenue de Barcelone en Espagne, hier jeudi vers 17h, heure locale. Un attentat rapidement revendiqué par le groupe État islamique. Quelques heures après l'attaque au camion bélier, la police espagnole a annoncé avoir abattu 5 terroristes présumés lors d'une seconde attaque à Cambrils, une station balnéaire au sud-ouest de Barcelone. Ce vendredi matin, la capitale de Catalogne se réveille en état de choc alors qu'une cérémonie a lieu ce midi sur la place de Catalogne de Barcelone.
À Sa Majesté Philippe VI, roi d'Espagne. Majesté, c'est avec une profonde affliction que j'ai appris l'effroyable nouvelle des lâches attentats terroristes survenus dans l'après-midi du 17 août 2017 sur l'avenue emblématique des Ramblas de Barcelone, puis dans la nuit du vendredi 18 août, peu après minuit, dans la ville de Cambrils, 120 km plus loin, qui ont occasionné au total 14 morts et plus de 100 blessés. Face à ces tragédies injustifiables, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour condamner avec fermeté ces actes ignobles et exprimer la solidarité de la nation ivoirienne au peuple ami du Royaume d'Espagne. En ces moments de grande douleur, je voudrais adresser à votre Majesté, au peuple et au gouvernement espagnol ainsi qu'aux familles éplorées mes condoléances les plus émues. Je vous prie de bien vouloir transmettre mes vœux ardents de réconfort et de prompt rétablissement aux blessés. En vous assurant de ma profonde compassion et de ma grande sympathie, je vous prie d'agréer, Majesté, l'expression de ma très haute considération, signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je serai encore chez vous demain à la même heure.